Natacha Beaulieu est avec nous. Bonjour Natacha. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien. Contente de vous avoir en entrevue avec nous. Vous avez écrit, on vous reçoit pour votre livre Regarde-moi, un livre que vous avez qui est paru dernièrement aux éditions à lire. C'est un livre qui sort un peu de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. En fait, si on pense surtout à la trilogie que vous avez fait avec L'Ange écarlate, L'eau noire et le troisième volet dont j'ai oublié le nom. L'ombre pourpre. L'ombre pourpre, où on était un petit peu plus dans quelque chose qui tombait dans le fantastique. Cette fois-ci, on est dans une histoire qui se passe en 4 temps avec 4 personnages principaux. Je dois vous dire que quand j'ai lu votre livre, j'ai pas réussi à décrocher vraiment de l'histoire, mais j'ai pas non plus compris quel en était le fil conducteur. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer? Le fil conducteur de Regarde-moi. D'abord, juste une petite correction entre la trilogie puis Regarde-moi. Il y a eu quand même un autre roman qui est un peu dans le même style que Regarde-moi. Oui, le deuxième lien. Oui, c'est ça, qui est quand même un thriller psychologique aussi. Regarde-moi, ça l'est, sauf que dans Regarde-moi, disons que la partie érotique est plus intense. Le fil conducteur, je pense que c'est l'érotisme. Et le fil conducteur, c'est de démontrer qu'il y a quatre personnages qui ont un érotisme, un sens de l'érotisme particulier, et qu'à un moment donné, au fil justement de l'histoire, ces gens-là se croisent entre eux et s'aperçoivent que, même s'ils sont un peu différents dans leur sexualité, leur manière de vivre aussi, on s'entend, ils peuvent quand même nouer des liens. C'est un peu ça le fil conducteur. Quand je vous ai vu au Salon international du livre de Québec, vous aviez abandonné vos cheveux rouges pour des cheveux blonds. Il y a un de vos personnages qui semble vous ressembler quand même beaucoup. Est-ce que je me trompe? Laquelle? Il faut que je me rappelle de son nom. C'est l'artiste qui fait de la musique, du noise. Oui, c'est ça, Elena. Elena, oui. Oui. Est-ce que c'est vous qui étiez venu me voir en me disant que vous n'aviez pas aimé Elena? Absolument pas. OK, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant ça. J'ai tellement aimé votre roman, mais j'ai pas aimé Elena. Oui, effectivement, Elena, c'est probablement le personnage qui est le plus près de moi, pour différentes raisons. Premièrement, on a à peu près le même âge. Physiquement, on se ressemble pas, par contre, mais au point de vue de la musique, je pense peut-être que si j'avais pas été écrivaine, j'aurais peut-être été musicienne. Et elle a une manière de vivre, oui, un peu différente. Contrairement à elle, j'ai jamais connu de grand amour, et puis c'est ça. Donc j'ai pas vécu ce genre de deuil-là, et non plus j'ai pas vécu son expérience. Mais au point de vue des émotions, je pense que c'est probablement le personnage qui me ressemble le plus, oui. Quelle était pour vous la nécessité, quand on parle des 4 personnages principaux? On a Elena, on a une petite pin-up qui se promène en Cadillac à l'intérieur des rues de Montréal, qui fait un peu un service de taxi. On a un danseur jeune, très fougueux, avec avec une force de vivre, puis une sexualité, une sensualité qui sont très, très forts. Et on a également un personnage qui est très introverti, un peu plus... il est pas autiste, mais il a développé comme John a développé quand même quelques tics pour pouvoir se protéger de lui-même, finalement, de sa famille, qui est assez spéciale. Pourquoi est-ce que vous avez cru que c'était une bonne idée, peut-être, de nous les situer dans le temps, les voir vraiment plus jeunes, et ensuite faire une histoire où ces 4 personnages-là finissent par s'entrecroiser? Pourquoi le faire en 2 temps? Premièrement, c'était important d'expliquer d'où ils venaient pour comprendre leur agissement qui sont un peu hors normes. J'aime pas ça juste mettre des personnages. En général, mes personnages sont toujours assez hors normes. Et là encore, mais j'aime bien expliquer pourquoi les gens sont comme ça. Donc, c'est important pour moi de retourner dans leur enfance, d'essayer d'expliquer pourquoi je l'ai fait en 2 temps, parce que j'avais l'impression que ça me tentait d'expliquer au début qu'est-ce qu'il en était, puis après ça, plus me concentrer sur le moment présent de qu'est-ce qui leur arrivait. Mais par contre, encore dans la narration qui est au présent, il y a quand même des petits retours en arrière qui expliquent aussi, mettons, qui met l'accent sur des détails qu'on n'aurait pas eu le temps de comprendre dans la première partie. Pourtant, quand on pense à Elena, c'est le premier moment qui est vraiment marquant, c'est quand elle écoute de la musique avec son père, et c'est quand même quelque chose d'assez mélodieux. On s'attend pas à ce qu'elle devienne une artiste de noise. Ouais, mais je sais pas si vous comprenez un peu son cheminement par après. C'est pour ça que, oui, c'est mélodieux, mais elle étudie la musique classique.
et elle s'aperçoit que elle aime la musique, mais en même temps, il y a quelque chose qui lui manque. Ça la fait pas vibrer au complet. Puis à partir du moment où elle entend, c'est les Sex Pistols, ça comme ça la réveille. Et puis après ça, elle a comme un autre réveil musical plus tard avec, c'est ça, de la musique noise, dans le sens où elle a vécu des affaires, puis son art s'ajuste en fonction de ce qu'elle a vécu dans sa vie. Je pense que c'est un peu comme ça pour tous les artistes aussi. Vous savez, on nous demande souvent où on prend notre inspiration, mais c'est sûr que notre inspiration est influencée par notre vie. Donc, on évolue dans notre art au mesure que notre vie évolue. On parle beaucoup des influences que les autres ont sur nous, entre autres, que ce soit une rupture, que ce soit un deuil, que ce soit tout simplement un besoin de liberté. Il y a la relation entre John et son frère qui est quand même assez particulière. Est-ce que vous pourriez me l'expliquer? Est-ce que le frère de John est en fait tellement gentil qu'il veut vraiment donner un sens à la vie de son frère ou pas du tout? Ah, c'est une bonne question. Est-ce qu'il est tellement gentil? Je pense... Ben, vous savez, des fois, on veut aider les gens, puis on pense qu'on fait de notre mieux, mais en réalité, on les brime. Mais c'est embêtant pour moi d'aller plus dans le détail, parce que si j'explique qui est John exactement, je relève le punch du livre. Fait que c'est un petit peu embêtant, mais c'est ça, je pense. Des fois, on est plein de bonnes intentions. On se dit, en faisant ça, je suis sûre que je vais aider la personne. Ou peut-être, des fois, on veut plus les protéger d'eux-mêmes, mais tôt ou tard, la vraie nature de la personne va ressortir, et puis je pense que c'est ce qui arrive à John. Donc, il réussit finalement à se sortir de l'emprise de son frère qui, même s'il était bien intentionné, en réalité l'empêchait de vivre quelque chose auquel il avait le droit de vivre. Juste pour situer un peu mes auditeurs et mes collègues qui me regardent de l'autre côté, votre livre, en fait, se passe en 2 temps. On a 4 personnages principaux qui nous sont présentés à des moments qui sont vraiment charnières dans leur vie, qui ensuite vont s'entrecroiser à la création d'un bar qui va faire un grand spectacle d'ouverture et où les 4 personnages, finalement, vont avoir un rôle à jouer avec cette grande ouverture-là, chacun à leur façon, chacun par rapport à leurs intérêts personnels, vont finir par se croiser, se connaître et, entre guillemets, travailler ensemble. Oui, c'est exactement ça. Et puis, évidemment, il y a tout l'aspect aussi, l'aspect du suspense, dans le sens que, on sait que John est un tueur, et puis, vers la fin, il y a la possibilité qu'il tue un des 3 autres personnages, on ne sait pas lesquels. Alors, c'est ça, on apprend la conclusion, mais c'est ça, l'aspect suspense, c'est pas juste un roman érotique, il y a aussi un suspense à saveur policière, si on veut, parce qu'il y a la menace d'un meurtre. Mais en fait, il y a plusieurs, quand même, il y a plusieurs intrigues, comme on se demande vraiment très longtemps, pendant un bon bout de temps, quelle sera l'issue du spectacle d'Elena et de son bellâtre qui travaillent ensemble d'arrache-pied pour réussir à faire justement le clou du spectacle d'ouverture. Là, on attend beaucoup de cet événement-là. Ben oui, puis on attend aussi, parce qu'on sait pas non plus comment leur lien va évoluer. Et c'est ça, il y a des gens qui me disaient, elle avait l'air un peu très dominante, et puis tout d'un coup, elle a l'air toute sweet, tout en amour avec son jeune bellâtre, comme vous disiez. Mais je veux dire, il aurait fallu que je continue l'histoire pour expliquer qu'est-ce qui serait passé après, mais c'est un choix que j'ai fait, j'ai pas voulu l'expliquer en laissant sous-entendre que oui, c'est quand même une personnalité dominante, et puis elle va probablement continuer à l'être par après, mais ça l'empêche pas d'être amoureuse. Natacha, je suis pas seule en studio. J'ai une chroniqueur qui aimerait vous poser une question. D'accord. Bonjour Natacha, mon nom c'est Pascal. Bonjour. Bonjour. Il y a un moment charnière dans votre histoire qui m'a vraiment profondément marqué. C'est la première rencontre justement entre Elena et son bellâtre. Son bellâtre qui a tout physiquement, qui est intelligent, qui est beau, qui est attirant, qui attire les femmes et les hommes et tombe comme des mouches. Et qui tout d'un coup tombe sur Elena comme un élément de refus, comme un élément de frustration, comme un élément d'attente, de désir. Il se languit d'elle, il passe des jours sans même la voir, et à un moment donné, elle la voit, elle lui accorde un baiser et repart. Comment dire, vous avez le tour avec votre roman justement de créer cette attente, de créer ce languissement, ce désir même pour le lecteur de vouloir aller plus loin et de voir, mon Dieu, mais est-ce que ça va finir par se résoudre à un moment donné?
Ben merci, c'est un bon compliment que vous me faites. Je pense que si on était des fois plus patient dans la vie, surtout en matière de sexualité, on créerait des relations un petit peu plus solides, dans le sens où, vous savez, quand on a trop tout facilement, on peut être repu de ça, et c'est vrai que c'est le fun, c'est agréable, mais quand les choses sont un petit peu plus difficiles à atteindre, ben c'est qu'on a un autre genre de joie, un autre genre de satisfaction qui peut-être évolue plus sur le long terme. Est-ce qu'il va y avoir une suite à ce livre, Natacha? J'en ai pas du tout l'intention. Je dis tout le temps, pourtant, il faut jamais dire jamais. C'est pas impossible, mais c'est pas dans mes projets, non. Parce qu'on pourrait quand même croire que l'histoire entre notre pin-up et notre tueur à gages va se continuer d'une façon assez particulière. Puis j'aimerais bien quand même continuer de voir des spectacles. Oui, c'est vrai, hein. Ça serait intéressant de voir comment cheminent aussi ces deux-là, parce qu'ils sont vraiment particuliers. Ils sont à l'origine très, très, très différents. Peut-être même encore plus que Elena puis Adam dans un sens, parce qu'Elena puis Adam, ils ont quand même la musique qui les relie d'une certaine manière, tandis que c'est ça, Rachel puis John, ben c'est ça, on sait pas trop qu'est-ce que c'est qui les relie, c'est une espèce d'attraction étrange, un sentiment d'en faire rencontrer quelqu'un qui nous comprend profondément, même si on est différents. Donc, ce que j'en comprends, c'est qu'il n'y a pas nécessairement une suite qui est apportée pour ce roman-là ou pour ces personnages-là. Non. Est-ce que vous travaillez sur un autre projet actuellement? Oui, je travaille sur un autre projet qui va être un peu dans la même veine de roman, suspense noir, assez érotique. Et puis après ça, j'ai un projet pour retourner un peu plus dans l'aspect fantastique, pas de la même manière que la trilogie, un peu un fantastique d'anticipation. Qu'est-ce que vous voulez dire par fantastique d'anticipation? Ben, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va se passer dans un futur qui est pas très lointain, et il va y avoir à travers ça des éléments de fantastique, mais ils vont être tellement, en tout cas c'est le but que je désire faire là, ils vont tellement être subtils que ça va être du fantastique, mais ça va tellement être près de la réalité que peut-être on va avoir l'impression que c'est vrai. Je sais pas, je vais y arriver, mais c'est ça que j'aimerais faire. Bien, on vous souhaite bonne chance. Mais merci. Natacha Beaulieu, votre livre est publié chez À lire, disponible dans toutes les librairies. On parlait du livre, le roman Regarde-moi. Je vous remercie d'avoir accepté l'entrevue, d'avoir été avec nous ce matin. Ça m'a fait grand plaisir. On vous souhaite une longue vie avec votre roman Regarde-moi ainsi que tous les autres. Puis on a très hâte de lire les prochains. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Alors nous, on s'en va en musique avec Bernadette et la lenteur, les publicités et au retour, les chroniques.